Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Ce cliché il a été pris en 1976 par la sonde Voyager 1 qui orbitait autour de Mars dans une zone qu'on appelle Cydonia Mensae. Mais lorsqu'il est rendu public, ça spécule très vite au sein de la population parce que les gens y voient clairement un visage. Et ce visage il va pendant des décennies nourrir l'imaginaire collectif et alimenter toutes sortes de théories du complot. Et il deviendra tellement populaire qu'il sera repris dans des films, dans des séries, dans des livres, dans des jeux vidéo et même dans la musique puisque en 2006, un petit groupe anglais du nom de Muse sort leur 4e album Black Holes and Revelations. Et la toute dernière chanson de cet album s'appelle Knights of Cydonia. C'est un morceau épique qui mélange chevaux, lasers, trompettes et guitares inspirées des vieux western spaghetti. Et derrière ce morceau complètement fou qui deviendra l'un des plus grands hymnes de concert du rock moderne se cache une histoire. Une histoire de pouvoir, de conspiration et surtout celle d'un chanteur obsédé par les civilisations perdues et les révolutions. On est en 1975, la guerre froide elle bat encore son plein entre les États-Unis et l'URSS, et la conquête spatiale c'est en fait une extension de cette guerre, une façon de montrer à l'autre camp qu'on est plus avancé, qu'on est plus fort. Du coup les missions spatiales c'est pas juste de la science, c'est aussi de la politique. Donc la NASA lance la sonde Viking 1 en août 1975. L'objectif c'est d'aller explorer Mars et de prendre des photos de sa surface. Mais à cette époque, personne sait vraiment ce qu'on va trouver là-bas. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des traces de vie? La sonde atteint Mars après 10 mois de voyage et en juillet 1976, l'orbiteur photographie une région qui s'appelle Cydonia Mensae, une zone de transition entre les hauts plateaux du sud et les grandes plaines du nord de Mars. Mais parmi les centaines de photos prises ce jour-là, il y en a une en particulier. Sur cette photo, on voit un massif rocheux d'environ 1,5 km de long et ce massif, il ressemble à un visage humain avec des yeux, un nez, une bouche, qui est photographié sous un angle particulier avec une lumière rasante qui crée des ombres exactement aux bons endroits. Les scientifiques qui reçoivent la photo, ils comprennent immédiatement ce qu'ils ont devant eux, une illusion d'optique. C'est ce qu'on appelle une pareidolie, c'est un phénomène où notre cerveau reconnaît des visages dans des formes qui n'en sont pas. Par exemple, c'est ce qui nous arrive quand on regarde les nuages et qu'on y voit des animaux. Mais la NASA décide de rendre cette photo publique et les gens s'emparent de la photo, ils y voient la preuve d'une présence intelligente, un monument, les vestiges d'une civilisation disparue, et au fil des années, les théories elles se multiplient et deviennent de plus en plus élaborées. Du coup, pendant plus de 20 ans, le mystère reste entier, parce qu'on n'a pas d'autres photos de bonne qualité. La résolution de Viking 1 c'était 47 mètres par pixel, ce qui veut dire que chaque point de l'image représente 47 mètres de terrain réel. Mais en 1998, il y a une nouvelle sonde qui est envoyée sur Mars, qui rephotographie Cydonia avec une résolution 10 fois supérieure. Et là, la formation rocheuse, elle ressemble beaucoup moins à un visage. En fait, elle ressemble juste à ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un massif naturel, érodé par des millions d'années de vent martien. Et en 2006, la sonde européenne Mars Express photographie Cydonia avec une résolution de 13,7 mètres par pixel, et surtout, elle fait des clichés en 3D. Et là, le doute, il est plus possible, c'est clairement une colline. Mais on se refait pas, et la vérité scientifique, ça efface pas 30 ans d'imaginaire collectif. Donc en 2006, quand Muse sort la chanson Knights of Cydonia, la région de Cydonia, c'est toujours un nom qui parle aux gens. Un nom qui évoque Mars, les extraterrestres, les civilisations disparues, le complot, et ça, le parolier du groupe, Matthew Bellamy, le sait très bien. On est à Teignmouth, c'est une ville côtière du Devon au sud-ouest de l'Angleterre, assez endormie, qui se réveille un peu l'été mais qui retombe vraiment dans l'ennui tout le reste de l'année. C'est là que Matthew, Chris et Dominic se rencontrent dans leur adolescence. Mais dans cette ville, il n'y a rien à faire. Ils diront plus tard qu'ils se sentaient tellement coincés ici qu'ils allaient soit finir dans la drogue, soit dans la musique. Le père de Matt, c'est George Bellamy, et même si nous, ce nom ne nous parle pas vraiment, c'était le guitariste du groupe The Tornadoes dans les années 60, le premier groupe britannique à avoir été numéro 1 aux États-Unis avec leur chanson Telstar. Mais quand Matt a 13 ans, ses parents divorcent. Il se retrouve à vivre tantôt chez sa mère, tantôt chez son père, parfois même chez sa grand-mère. Les difficultés financières s'installent et c'est à ce moment-là qu'il se met vraiment à la musique, pas juste comme un loisir, mais comme quelque chose de nécessaire. Ça devient vraiment son échappatoire. En 1994, Matt, Dom et Chris, qui ont donc créé un groupe qui s'appelle les Rocket Baby Dolls, ils décident de participer à un battle de groupe qui est organisé par la ville. Ils ont à peu près aucune technique, tout ce qu'ils font c'est plus du bruit qu'autre chose, mais pourtant, ils gagnent. Et suite à cette victoire, ils décident tous les trois de laisser tomber leurs études pour se consacrer à plein temps à la musique. Ils changent de nom, ils adoptent le nom Muse et l'aventure commence.
Mais les premières années, c'est un peu galère, ils tournent dans des petites salles, ils envoient des démos, ils essuient beaucoup de refus. Par contre, il y a un manager local qui croit en eux et qui décide de les accompagner, et du coup le groupe signe avec un label indépendant qui s'appelle Mushroom Records, et ils sortent des EP sur lesquels on retrouve quelques chansons. Et là, il y a un DJ de la BBC Radio 1 qui commence à passer leur single Muscle Museum. Ça plaît énormément aux gens parce que Muscle Museum, c'est une chanson complètement novatrice et qui nous met une petite claque au passage. Donc vu que le groupe plaît fortement, ils enregistrent un album, et en 1999, ils sortent leur premier album, Showbiz. Et moi, ça me ramène au lycée parce que quand je suis en première, il y a une pote qui me dit « Si tu connais pas Muse, il faut que t'écoutes absolument Showbiz ». Alors elle me prête le CD qu'elle avait, je rentre chez moi après les cours et je mets l'album. Je me prends une énorme claque parce que j'avais jamais entendu ça auparavant, il y a une énergie folle qui s'en dégage, il y a une poésie, il y a de l'émotion, et l'album il me plaira à tel point que les jours qui suivront, j'aurai qu'une hâte, c'est de finir ma journée de cours pour rentrer chez moi et écouter Showbiz. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert Muse, j'ai vécu cet album. La voix haut perché de Matt, elle surprend tout le monde, et lui-même admet qu'il pensait pas que sa façon de chanter elle serait compatible avec le rock. Et d'ailleurs, on parle de rock, alors oui, il y a de la batterie, il y a de la basse et il y a de la guitare, mais il y a aussi du piano. Et avec la voix de Matt, le groupe il arrive à allier des influences classiques opéra avec du rock, et ça s'amplifiera encore plus dans les albums suivants. Donc c'est pas surprenant que Showbiz se vende aussi bien à 700 000 exemplaires. Pour un premier album d'un petit groupe du Devon que personne connaissait, c'est déjà assez incroyable. Deux ans plus tard, en 2001, sort l'album Origin of Symmetry, qui est donc leur deuxième album, et là le groupe il change de dimension, le son il devient plus lourd, plus imposant, il y a un orgue, il y a du classique, Bellamy il est fasciné par Rachmaninoff, par Chopin, il y a des chansons comme Newborn, Plug in Baby, Citizen Erase, c'est des morceaux vraiment ambitieux, complexes, qui auraient clairement pas leur place dans un album de rock ordinaire. Mais là on parle de Muse, et l'album il est encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme leur meilleur. En 2003 sort Absolution, et là on rentre vraiment dans les thèmes qui vont définir Muse pour toujours. L'album il est sombre, il est apocalyptique, il sort dans un contexte géopolitique chargé, on est 2 ans après le 11 septembre, en pleine guerre en Irak, et ça s'entend dans les paroles. Apocalypse Please, Time is Running Out, Hysteria, tout ça c'est des titres qui parlent de la fin du monde, de résistance et d'oppression. Et puis le groupe qui galérait depuis leur début à percer aux États-Unis, eh bien ils y arrivent enfin. Avec cet album, Muse deviennent définitivement un grand groupe. Maintenant, il faut vraiment comprendre comment fonctionne le cerveau de Matthew Bellamy. Matt, c'est quelqu'un qui a développé très jeune une fascination pour les théories du complot, pour la politique, pour les grandes questions de civilisation. Il dit lui-même que ça a commencé vers 14 ans. Il y a eu la mort mystérieuse de son oncle, qui est possiblement liée à l'armée républicaine irlandaise, et ça l'a amené à douter de la version officielle des choses. Du coup, il s'est mis à lire, à chercher, à questionner les choses. Et il y a plusieurs livres qui l'ont influencé pour écrire les paroles de Muse. Il y a 1984 de George Orwell, qui est une dystopie sur un état totalitaire qui surveille et contrôle tout. Il y a Confessions of an Economic Hitman de John Perkins, qui est un livre sur comment les grandes puissances économiques manipulent les pays en développement. Il y a The 12th Planet de Zecharia Sitchin, qui est un auteur qui théorise l'existence d'une 12e planète et d'anciennes civilisations extraterrestres qui auraient influencé l'humanité. Du côté politique, les thèmes qui reviennent dans les chansons de Muse, c'est le pouvoir corrompu, les leaders qui se prennent pour des dieux, la masse populaire qui se laisse manipuler, et le moment où les gens vont se réveiller et décideront de résister. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge de presque tout ce qu'il écrit. Avec l'album Absolution en 2003, le groupe il a posé les bases, mais en 2006, avec l'album Black Holes and Revelations, ils vont aller encore plus loin dans tout ça. On est en 2005.
Muse travaille sur leur 4e album, la guerre en Irak est toujours d'actualité, George W. Bush vient d'être réélu, en Europe les gouvernements sont souvent perçus comme de plus en plus corrompus, déconnectés du peuple. Maintenant, la composition de la chanson Knights of Sidonia, elle commence bizarrement, parce qu'au départ le groupe il voulait juste faire quelque chose d'instrumental, sans voix, juste une guitare qui joue le rôle d'une mélodie vocale. Et pour trouver l'inspiration, Matt il écoute des trucs complètement différents de ce que fait Muse habituellement. Il écoute les Shadows, qui est un groupe instrumental britannique des années 60 et qui est très connu pour leur son de guitare avec beaucoup de trémolo et de reverb, et il regarde aussi des westerns de Clint Eastwood, Le Bon, La Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, et en regardant ces films, il tombe sur la musique d'Ennio Morricone, le compositeur italien qui a pratiquement inventé le son du western spaghetti avec des mélodies de guitare, de trompette, d'harmonica, avec des silences et vraiment une tension aussi. Et il y a aussi, et c'est très personnel, l'influence de son père, George Bellamy, qui était donc le guitariste des Tornados. Donc Matt, il veut mélanger un peu tout ça avec le reste du groupe. Mais au départ, le son de la chanson, il est trop rétro, ça fait trop années 50 et ça colle pas du tout avec le reste de l'album. Donc le groupe décide d'aller dans l'autre sens. Ils prennent la distorsion la plus extrême qu'ils ont et ils l'appliquent par-dessus ce son rétro. Et là, ça crée quelque chose de complètement nouveau, un truc qui sonne à la fois comme les années 60 et comme les années 2000, mais ce morceau-là, il a une deuxième partie, c'est le grand refrain de cette chanson avec ce passage. En fait ça vient d'une autre chanson qu'ils avaient composée séparément, mais Chris, Matt et Dom ils se rendent compte que les deux morceaux ils collent super bien ensemble, donc ils décident de les fusionner. Chris, le bassiste, il décrira plus tard la chanson comme 40 ans d'histoire de rock en 6 minutes. Et c'est pas exagéré en fait, il y a le son des Tornados des années 60, il y a le surf rock de Dick Dale, Matt il a beaucoup écouté la chanson Missy Lou qui ouvre le film Pulp Fiction, il y a Ennio Morricone évidemment, il y a Queen dans la structure et dans le côté épique, tout ça c'est mixé ensemble dans 6 minutes de chanson. Mais du coup, c'est quoi le sens de la chanson ? Matt, il en parle dans une interview. Il dit que la chanson parle du cycle de vie des civilisations, comment elles naissent, comment elles grandissent, comment elles se corrompent, comment elles tombent, et comment dans ce cycle, il y a toujours un moment où des individus se lèvent et disent non, avec ce sentiment de se réveiller et d'essayer de résister ou d'essayer de changer les choses autour de soi. Il parle de leaders qui se prennent pour des dieux mais qui trahissent leurs responsabilités, la frustration devant l'absurdité du pouvoir politique, et puis il parle bien évidemment de changement. Et la région de Sidonia, dans tout ça, ça l'intéresse parce que c'est pas qu'il croit vraiment qu'il y a eu des martiens, c'est que le mythe de Sidonia, cette idée qu'une civilisation ait pu exister et disparaître, ça le fascine. Maintenant, le plus grand défi après avoir fini la composition de ce magnifique morceau, c'est sans doute comment en faire un clip. Mais avant de parler du clip, il faut que vous sachiez que j'ai un compte Patreon, un compte sur lequel vous pourrez accéder à toutes mes vidéos plusieurs jours avant YouTube, un compte sur lequel vous pourrez retrouver chaque mois des suggestions de groupes à écouter ou des chansons à découvrir. N'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a 3 offres possibles et moi ça me permet surtout de financer mes vidéos suivantes. Donc merci d'avance si vous allez voir, le lien est dans la description. Pour revenir à Muse, c'est un certain Joseph Kahn qui réalise le clip et il en fait un western post-apocalyptique qui se déroule en l'an 2081. Il y a des cow-boys, des lasers, des chevaux, une princesse, un shérif. C'est un peu kitsch, c'est délibérément exagéré, c'est bourré de références. La chanson est diffusée pour la première fois à la radio américaine en juin 2006. Elle entre dans les charts britanniques à la 10e place, et en 2010, le magazine XFM il la classe 11e meilleure chanson britannique de tous les temps, tandis que la radio australienne Triple J la classe 18e plus grand morceau de tous les temps. Et surtout, et c'est peut-être ça qui compte le plus, Muse clôture quasiment tous leurs concerts encore aujourd'hui avec Knights of Sidonia. Et ils font ça depuis 20 ans maintenant. Ça reste toujours l'hymne final, celui qui fait lever les bras de tout le monde dans les stades, que ce soit Wembley ou encore le Stade de France, c'est toujours Knights of Sidonia en dernier. Il y a même eu le jeu Guitar Hero 3 qui a implémenté Knights of Sidonia, et c'était l'un des morceaux les plus difficiles du jeu, donc même dans la culture gaming, c'est devenu un emblème. Et ça a aussi permis d'exposer la chanson à une nouvelle génération qui connaissait pas forcément Muse. Je sais pas ce que va donner le nouvel album de Muse, pour être très honnête, j'ai pas vraiment accroché à leurs derniers albums, je les trouve beaucoup moins spectaculaires que ce qu'ils faisaient auparavant, je trouve qu'ils ont pas ce petit truc qui rendait chaque chanson unique et qui me faisait vraiment me dire que j'avais trouvé une pépite. Par contre, s'il y a bien une chose dont je suis sûr encore aujourd'hui, c'est que Muse, c'est une expérience à vivre en concert. C'est un groupe de stade qui arrive à faire soulever des dizaines de milliers de personnes, et pour preuve, après leur concert à Glastonbury en 2004, les scientifiques ils ont enregistré des vibrations sismiques dans la région. Muse
Muse, c'est aussi des mecs rigolos qui détestent qu'on leur impose de jouer en playback et qui l'ont bien rendu, soit en faisant n'importe quoi sur scène, soit en inversant leur rôle. En fait, peu importe ce qu'ils feront par la suite, c'est un groupe avec lequel j'ai grandi et ça c'est quelque chose d'ancré en moi. J'ai un affect pour ce groupe et ça changera jamais. Merci à ceux qui me soutiennent financièrement sur Patreon. Si vous voulez découvrir comment 3 sœurs ont réussi à conquérir le rock ces dernières années, alors je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo sur The Warning. Et puis si vous voulez une histoire inspirante et savoir l'enfer par lequel est passé le batteur de Nirvana pour se reconstruire et créer un groupe emblématique, alors n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Dave Grohl. On se retrouve là-bas, à toutes.